Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le privilège de recevoir aujourd'hui Sena Boudiassal, fondatrice et CEO de Global Mind Consulting, cabinet de conseil spécialisé en relations publiques et en accompagnement stratégique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé Sud. Avec vous, on parlera du climat des affaires en Afrique, des changements qu'on a sur le continent, de vos projets. Mais d'abord, on va essayer de faire connaissance. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à intégrer ce domaine-là? Je pense que c'est d'abord un constat, celui de voir que malheureusement, quand on parle du continent africain, on en parle encore trop souvent avec des termes très peu élogieux, qui de mon point de vue ne sont pas du tout représentatifs de l'Afrique que nous vivons, de celle que nous connaissons, que celle que nous avons le plaisir de sillonner tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on a aussi la possibilité d'organiser une autre parole, de structurer et de valoriser d'autres messages qui permettent de mieux promouvoir tout ce qui se passe de positif, de constructif sur le continent africain. Et puis, il y a vraiment beaucoup de belles choses à valoriser. Une question un peu plus personnelle. Est-ce que c'était votre métier de cœur initial? J'ai l'impression que ça me chevillait au corps, parce que pour le coup, après avoir eu l'opportunité de passer dans différentes organisations, notamment à l'UNESCO, je me suis assez rapidement rendu compte que le sujet du développement du secteur privé en Afrique était un enjeu primordial. Et avec les compétences en tout cas que j'avais, l'expertise que j'avais, la meilleure manière en tout cas d'apporter ma contribution, ça me semblait d'être de justement accompagner ces acteurs-là, économiques, institutionnels sur le continent, et de les aider à être plus outillés pour communiquer, valoriser l'impact qu'ils parviennent à avoir sur leurs écosystèmes dans le terrain, sur le terrain. Et justement, vous fondez votre première agence en 2009, c'est bien ça? C'est ça. Global Emergence, basée entre Washington et Paris. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début? Oui, la première difficulté, c'est qu'on ne vous connaît pas. Donc, vous avez tout à démontrer en termes de savoir-faire. On vous demande très souvent des références. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé par le passé, ce qui est normal. Et c'est vrai que quand vos premières expériences, premier cabinet, vous n'avez pas encore énormément de matière à valoriser en termes d'actions réalisées. Et ça, c'est peut-être le premier défi. Et le second, c'est que forcément, vous êtes jeune, vous êtes femme, vous êtes africaine. Donc, on vous regarde un peu en se disant, tiens, est-ce qu'elle peut? Et tout le défi, c'est justement en fait même d'être boosté par cet a priori-là et de se dire que c'est l'occasion de démontrer à quel point on est capable de valoriser à la fois l'expertise, le savoir-faire, la rigueur, le travail, la concentration et d'exceller dans son domaine. Boosté, peut-être accompagné aussi par certains modèles que vous avez? Oui, mais le premier modèle, c'est probablement ma maman, puisque c'est une femme qui est très déterminée, qui a toujours été très attachée à ses valeurs et qui a toujours fait le choix de les respecter contre vents et marées. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet de structurer aussi un positionnement et puis de ne pas se compromettre dans sa trajectoire. Et je pense que c'est surtout la volonté de se dire que lorsqu'on grandit en Europe, on voit beaucoup de modèles de réussite auxquels on a du mal finalement à s'attacher. Tout simplement parce qu'on a du mal à s'identifier. Ce n'est pas des modèles de réussite qui sont forcément africains. Et c'est justement ça aussi la vocation quand on parle de changer le narratif, c'est de montrer qu'il y a des acteurs, qu'il y a des actrices de la transformation du continent dans tous les secteurs d'activité qui font de très belles choses. Et je pense que le fait de plus les valoriser, ça va permettre d'inspirer d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres jeunes et toute cette génération qui est en train de grandir sur le continent et qui va finir par se dire mais c'est possible. Et justement, depuis 2012, vous êtes à la tête de ce cabinet de conseil Global Mind Consulting. Quelle est la vision? Changer le narratif. Change the narrative. Ça, c'est clairement notre leitmotiv, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait nous lever le matin sur ce sujet de Global Mind Consulting. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est très dynamique, très créative, qui est jeune et avec aussi pas mal de grands seniors accomplis. Et donc tout le monde se complète très bien avec un bureau qui est basé à Libreville et un autre qui est basé à Dakar. Ça fait 14 ans qu'on intervient sur le continent africain, un peu partout, de Djibouti à Abidjan, en passant par Dakar ou encore la Tanzanie, où j'ai eu le plaisir de pouvoir animer pas mal de formations, de renforcement de capacités, notamment en destination des femmes entrepreneurs. Et c'est vrai que notre objectif à nous, c'est vraiment d'accompagner. C'est d'accompagner cette nouvelle génération de décideurs économiques, institutionnels, politiques, culturels, qui contribuent à transformer la donne sur le continent. On est convaincus que s'ils sont mieux outillés sur la manière de
promouvoir ce qu'ils font, ça peut représenter un vrai levier stratégique pour accélérer l'atteinte de leurs objectifs. Ça, c'est pour la vision. Et qu'en est-il de la méthode? Alors la méthode, on passe énormément de temps à écouter nos clients. On passe beaucoup de temps à les écouter, on passe beaucoup de temps à échanger avec eux, d'abord pour comprendre ce qu'ils font, parce qu'on intervient dans des secteurs qui sont très diversifiés. On travaille avec des acteurs qui sont dans le secteur minier, on travaille avec des acteurs qui sont dans les explosifs, dans le secteur minier. Wow. Donc c'est des métiers qui sont quand même très complexes et très spécifiques. On travaille aussi avec des acteurs qui interviennent dans le secteur financier, des grands groupes financiers panafricains. Et en fin de journée, on peut très bien être sollicité sur une communication de crise dans un domaine comme les transports ferroviaires. Donc, c'est dire toute la complexité de leur scope d'intervention. Donc, c'est très important qu'on commence d'abord par les écouter, comprendre la spécificité de leur métier, la réalité de l'écosystème dans lequel ils évoluent, pour définir ensemble et co-construire finalement des stratégies de positionnement qui soient adaptées et qui soient efficaces. Vous êtes présent à Paris à l'occasion du Forum Africa Ambition. On va parler un peu du climat des affaires sur le continent. On a fait une petite remarque. Les jeunes Africains sont plus attirés par les pays anglophones que francophones. Est-ce que vous pouvez identifier les raisons de cette appétence-là pour les pays du Commonwealth, par exemple? Je pense que c'est d'abord parce qu'ils sont désireux d'avoir un environnement dans lequel on est pragmatique. Ce n'est pas le cas chez les francophones? Les francophones peuvent manquer parfois ou trop souvent de pragmatisme. Et c'est vrai que le fait d'avoir des environnements qui sont très attractifs ou très orientés business, très orientés objectifs, ça facilite forcément le développement de son activité économique. Et après, ce sont des pays où effectivement, on ne vous regarde pas en fonction de votre background académique ou de votre CV, c'est « What can you do for me ?» Et ça, je trouve qu'effectivement, ça permet à des jeunes entrepreneurs de peut-être voir plus facilement quelles sont les opportunités à saisir, de se positionner plus simplement aussi, et puis avoir des modèles économiques qui soient assez agiles. Il y a trop de formalisme dans le climat des affaires francophones, c'est ce que vous dites? Il y a trop de formalisme. Je pense qu'on a aussi hérité de la bureaucratie française pour bon nombre des pays francophones africains. Et c'est des choses qu'il faut challenger, parce que c'est pas normal que l'administration occupe un poids aussi important, autant de lenteur, autant de difficultés. Il n'y a qu'à voir sur la création des entreprises. Aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin que ça aille vite, vous avez besoin de réactivité, vous avez besoin de pragmatisme et vous avez besoin que justement tous les instruments qui existent aujourd'hui, comme le numérique, le digital, soient des leviers qui existent et qui vous permettent de gagner ce temps dont vous avez besoin quand vous êtes entrepreneur. Parce que vous évoluez forcément dans un environnement qui est compétitif et où finalement, quand vous n'êtes pas là à l'heure, c'est déjà trop tard. Donc ce pragmatisme-là, c'est le pragmatisme du business tout simplement. Et il faut que nos pays réussissent à développer des climats des affaires, un environnement des affaires qui permettent justement de s'adapter à cette nécessaire rapidité dont ont besoin les entreprises. Parlons d'environnement des affaires, il y a aussi la question de l'instabilité politique qui peut-être qui retarde un peu les pays africains francophones dans l'évolution, dans l'attractivité. Est-ce que vous rencontrez cette difficulté-là dans l'accompagnement de vos clients aussi? Alors, c'est vrai que c'est un enjeu. Pour le cabinet, comme je disais, est basé à la fois à Libreville, à Dakar. On a vu, on a subi très directement aussi les conséquences des événements politiques qui sont advenus dans ces différents pays-là notamment. On suit aussi de très près l'actualité politique du continent et des pays voisins. Et on intervient avec des institutions financières notamment qui interviennent dans plusieurs pays. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui est quand même très important. Les opérateurs économiques, les investisseurs, locaux comme internationaux, ont besoin de visibilité, ont besoin de lisibilité, ont besoin de stabilité pour pouvoir inscrire leur développement dans le temps, pour pouvoir se projeter efficacement. Quand on n'a pas cette visibilité-là, parce qu'il y a trop d'instabilité politique, ça crée de la frilosité. Et cette frilosité n'est pas bonne pour le business, elle n'est jamais bonne pour le business. Donc on a aussi, ça nous rappelle, la nécessité de développer des cadres politiques qui soient stables, de renforcer aussi la solidité de nos institutions, parce que c'est ce qui vient rassurer finalement. Et on a besoin aussi de pouvoir s'assurer qu'on soit dans des cadres où la transparence, où la bonne gouvernance font loi. Parlons d'investisseurs, est-ce que vous constatez un changement de vision de la part de ces derniers là sur le continent africain où ils considèrent encore l'Afrique comme un précaré? Vous pensez à quel type d'investisseurs? Occidentaux, pardon. Occidentaux.
C'est vrai que historiquement, on peut observer, et puis ça a été aussi un peu l'objet de mon intervention à Ambition Africa cette année, on peut observer qu'il y a cette perception aujourd'hui qui est assez péjorative, assez négative des entreprises, notamment européennes et françaises peut-être, parce qu'il y a cette forme de condescendance qui est perçue, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de mauvaises pratiques par le passé, et qu'aujourd'hui... De la part de qui ? Bon, de la part de certaines entreprises françaises notamment, ça je parle de manière historique, là je pourrais donner l'exemple de Elf il y a quelques années, un dossier que vous avez probablement suivi sur les questions du pétrole, on a vu ce que ça a donné au Congo, on a vu ce que ça a donné au Gabon, et bien sûr qu'il faut s'indigner avec la plus grande force contre ce type de pratiques parce qu'elles viennent à l'encontre du développement de nos pays. On ne peut pas avoir des matières premières et ne pas pouvoir en jouir et en bénéficier tel qu'on aimerait le faire. Ça, c'est peut-être la première chose. Et je pense que face à cette perception qui est là, il ne faut pas juste dire c'est du French bashing, c'est du voilà. Il ne faut pas juste partir sur ça. Je pense qu'il faut s'attarder à qu'est-ce qui justifie cette perception négative aujourd'hui. Et finalement, au-delà de vouloir la changer, quelles sont les actions concrètes qu'on peut poser pour montrer qu'on est dans une autre dynamique, qu'on est dans une autre logique. Parce que les Africains, il y a tellement de sujets. L'Afrique regorge d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. On a un potentiel qui est extraordinaire à tous les niveaux. Potentiel de croissance, vous voyez bien que la plupart de nos pays ont presque des croissances à 2 chiffres. On a un potentiel démographique que le reste du monde nous envie. Mais on a aussi cette volonté aujourd'hui de travailler avec des partenaires, tous les partenaires, y compris des partenaires français, anglais, américains, turcs, venant du Moyen-Orient ou encore de l'Asie, pour travailler à la construction et au développement de notre continent. Mais on veut le faire avec une philosophie qui soit win-win partnership, qui soit gagnant-gagnant et qui permette clairement aussi aux Africains de ressentir les effets de ces partenariats et de les ressentir très directement. Donc le développement qu'on veut sur le continent, c'est un développement qui se veut endogène, structurant et qui soit aussi inclusif. Ça, c'est très important. Dans le cadre toujours des investissements, quels sont selon vous les chantiers prioritaires sur le continent africain? Si moi je suis entrepreneur et que je veux investir, vers quel domaine je dois m'orienter aujourd'hui, le domaine du futur pour le continent africain? J'aurais tendance à dire l'agriculture. Ah ouais? Oui, parce que vous voyez, la crise du Covid a été intéressante d'un point de vue économique parce que ça nous a permis de nous rendre compte de la dépendance que nous avions en termes d'importation. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut qu'on agisse face à cette dépendance-là. Il nous faut garantir l'autosuffisance alimentaire. C'est une priorité absolue. Et c'est évident qu'en développant l'agriculture à l'échelle de nos pays, en favorisant la transformation locale, donc c'est vraiment créer de la richesse à l'échelle locale, c'est des éléments qui vont nous permettre, je pense, progressivement d'atteindre cette autosuffisance alimentaire qui est indispensable. La promotion aussi du made in local, parce qu'on a beaucoup de très bons produits dont on a hérité et qui existent depuis très longtemps, d'ailleurs, que nos parents, nos grands-pères, nos grands-parents utilisaient déjà par le passé. Je pense au fognon, je pense à la farine de mil, de manioc, tous ces produits-là qu'on a toujours utilisés mais qu'on a trop peu valorisés et promu. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir aussi à ça. Le petit déjeuner classique d'un petit enfant africain, d'un petit burkinabé ou d'un petit sénégalais, est-ce que ça doit être les miel pops et le lait ou est-ce que ça doit être de se dire ah tiens, je peux utiliser peut-être, je peux prendre le fognon ou bien je peux prendre ce qu'on appelle nous la bouillie de mil. Est-ce que ça n'a pas même plus de valeur nutritive? Est-ce que ça ne va pas lui permettre même d'être plus concentré lorsqu'il doit se lever le matin, qui doit être prêt pour affronter une journée d'école? Je pense que c'est ça c'est ce vers quoi il faut qu'on parvienne à tendre. Et ça, pour nous, on a une responsabilité. Ce sont les Africains qui ont une responsabilité de promouvoir tout ça. Donc, pour répondre à votre question, je pense que l'agriculture est un vaste chantier où il y a énormément de choses à faire et où finalement, sur toutes les chaînes du secteur, on a besoin d'avoir à la fois de l'expertise, on a besoin d'avoir aussi plus d'infrastructures et on a besoin de créer de vraies chaînes de valeur pour valoriser nos agriculteurs, valoriser nos producteurs.
Mais moi, je m'attendais plutôt au numérique, notamment à l'intelligence artificielle. L'Afrique a ce rôle à jouer. Ah, ben ça, pour moi, c'est peut-être là où, effectivement, pour moi, c'est un vrai levier, en fait. C'est un instrument qu'on peut d'ailleurs, et qu'on voit, qui commence à être utilisé, notamment dans le secteur de l'agriculture, pour pouvoir faire mieux les prévisions, savoir à quel moment il va pleuvoir, à quel moment il vaut mieux mettre les engrais. Donc, c'est un instrument qui est très utile. Je pense que c'est un levier aussi qui, de plus en plus, est utilisé même dans le domaine de l'éducation, parce que ça permet à un public beaucoup plus large. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité économique de vivre dans les capitales, là où il y a les meilleures écoles, et de pouvoir accéder à des formations d'excellence. Donc, je pense notamment à l'université virtuelle au Sénégal et dans d'autres pays, on voit bien que ces modèles-là se développent grandement. Donc, le fait de pouvoir suivre son enseignement en ligne. Donc, il faut qu'on utilise davantage le numérique comme un levier. L'intelligence artificielle est un très beau levier aussi qu'il nous faut utiliser. Et je pense que la jeunesse africaine en a conscience et qu'elle commence à faire de très belles choses avec. Vous avez parlé du Sénégal, hein, qui a élu il n'y a pas longtemps le plus jeune président de la République de son histoire. Est-ce que vous sentez ce vent de leadership là, de jeunesse africaine, à la fois au niveau politique comme économique? On a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir. On appelle de nos voeux que ce soit un succès. On a pris beaucoup de retard. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de voir une dynamique de travail, d'effort, de concentration. On aspire à avoir de la visibilité sur quel est le projet de société. Pour le Sénégal, c'est valable aussi pour d'autres pays, hein, parce que quand on a de la visibilité, on sait quelle est la vision, on sait aussi quel est le rôle que nous, on peut jouer respectivement dans l'accomplissement et la mise en œuvre de ce projet qui est un projet commun. Et je pense qu'il faut aussi il faut sortir de ces a priori qu'on peut avoir, et puis il faut leur donner la force. Bon, les a priori, ils sont jeunes, peut-être qu'ils manquent d'expérience. Bon, moi, je ne pense pas que la jeunesse soit forcément synonyme d'inexpérience et de choses négatives. Je pense que la jeunesse, c'est du dynamisme, c'est de la créativité, c'est la capacité aussi à rompre avec des modèles existants qui ont montré toutes leurs limites. Et c'est peut-être aussi l'occasion de créer l'histoire. De réécrire l'histoire et de faire en sorte que les prochaines pages soient encore plus belles que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. En tout cas, la jeunesse a besoin de ça. On n'a pas le choix aussi parce qu'on a une responsabilité. Hein. Il n'est pas normal qu'encore en 2024, on nous parle de bateaux avec plus de 200 personnes, justement, dont des enfants qui prennent le risque de traverser la mer Méditerranée avec l'espoir d'avoir un avenir meilleur de l'autre côté de la rive. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Et je pense que plus que s'indigner, il faut qu'on prenne nos responsabilités tous, autant que nous sommes, les institutions, l'État, les nouveaux gouvernements, mais aussi le secteur privé et la société civile. Vous, en tant que CEO, est-ce que aussi vous sentez que le monde des affaires est bousculé par une sorte de girl power aujourd'hui? Alors, traditionnellement, en Afrique, on a toujours eu beaucoup de femmes entrepreneurs. Hein. Ça, c'est une réalité parce que nos mamans, nos grands-mères, nos tantes sont des entrepreneurs nés. Elles sont multitâches parce qu'elles géraient à la fois la famille tout en ayant une activité économique pour pouvoir appuyer les besoins en termes d'éducation pour les enfants ou quand il y a des frais de santé. On le voit bien, hein, ça fait partie de nos réalités au quotidien. Donc ça, je pense que ça a toujours été le cas. L'entrepreneuriat, on ne l'a pas découvert avec la vague d'entrepreneurs qui se mettent en avant ces dernières années, ces 10 dernières années. C'est quelque chose qui a toujours existé. Maintenant, je pense qu'on doit aller plus loin, on doit faire mieux que nos mamans, justement. On doit penser à des modèles qui soient plus larges, qui nous permettent de changer d'échelle, de structurer tout de suite des modèles économiques qui soient destinés à de l'export, quand on est dans des industries de transformation par exemple, ou quand on essaye de vendre des produits, puisqu'on voit qu'il y a une génération d'acteurs, d'actrices qui commencent à se positionner sur du luxe par exemple. Il y a beaucoup de marques qui arrivent à s'imposer dans ce domaine-là. Je pense à Maraz dans la maroquinerie, je pense à Tutti dans le branding. J'ai de la chance de porter d'ailleurs une de ces robes aujourd'hui. Très bien habillée. Donc voilà, il y a vraiment cet effort aujourd'hui de faire dans l'excellence. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment valorisé. Après, s'agissant du climat des affaires, je crois qu'on doit faire mieux. Parce que le climat des affaires actuel, dans bon nombre de nos pays, ne permet pas ou ne favorise pas l'éclosion de champions industriels qui arrivent à émerger et à s'imposer dans leur domaine. Et là, je pense à tous les secteurs confondus, parce qu'il faut créer des cadres qui favorisent, qui incitent à la création d'emplois, qui permettent justement à ces entreprises de ne pas être complètement ensevelies sous des montants de
j'allais dire, de frais ou d'impôts à payer, surtout quand elles sont en phase de démarrage. À ce moment-là, elles ont besoin de support, elles ont besoin justement d'être soutenues. On sait que l'une des premières problématiques qui se posent lorsqu'on est une entreprise, c'est l'accès au financement. Les banques sont souvent très frileuses à prêter, à tort, parce que les entrepreneurs, et notamment les femmes entrepreneurs, ont démontré à quel point elles sont capables non seulement de bien rembourser, et aussi, surtout, de créer de la valeur ajoutée avec ce qu'elles font. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, peut-être vous me donnez l'occasion de rappeler l'importance d'accompagner, de soutenir l'entrepreneuriat local, de soutenir les entreprises africaines et de leur permettre de réellement se développer pour devenir des champions continentaux capables de rivaliser à l'international. Et quand on est femme, c'est plus facile de réussir dans le monde des affaires qu'en politique? C'est une bonne question, je ne fais pas de politique, donc je ne saurais pas répondre, mais je sais qu'en tout cas, il y a tellement pas faire dans tous les domaines. Pour moi, en fait, je vois… En politique, on est encore bien loin. Hein, donc… Oui, mais c'est peut-être la meilleure… On peut faire de la… Ça peut être une manière de faire de la politique, être dans le milieu économique, dans le secteur privé, travailler, créer de l'emploi, contribuer à faire vivre des familles, ça peut être une solution. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi… j'ai envie de dire, voir tous les défis auxquels nous sommes confrontés. On voit qu'on vit des situations qui sont quand même graves. On vit toujours des délestages sur le continent africain. On vit toujours des inondations qui sont parfois meurtrières. On voit le niveau de désertification avancer avec ce sujet du climat qui est toujours une problématique essentielle puisqu'on est les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique. Donc tout ça, ça nous appelle aussi à réfléchir aujourd'hui à de nouvelles solutions, à innover pour essayer finalement d'apporter des solutions très concrètes aux problématiques qui se posent. Donc pour moi, tous les défis du continent qui sont réels, on n'est pas là pour les nier, il faut les utiliser comme l'opportunité de créer de la valeur ajoutée, d'apporter des solutions, de réfléchir de manière constructive à la meilleure manière d'aborder ces sujets-là pour être des apporteurs de solutions. Global Mind Consulting célébrera ses 15 ans sur le continent africain en 2025. Quels sont vos projets pour l'avenir? Continuer à nous développer, continuer à accompagner les acteurs économiques et institutionnels. On est très heureux de pouvoir faire ce travail au quotidien à leur côté. On les remercie d'ailleurs de leur confiance parce qu'on pense que c'est ce qui donne du sens aussi à ce changement de narratif. C'est le fait de voir que les acteurs économiques, institutionnels sont aussi plus familiarisés et plus sensibles à la nécessité de voir la communication, les relations publiques comme étant un levier stratégique pour leur développement et de faire des investissements qui leur permettent justement de mieux se positionner, de mieux se faire entendre de leur public et des acteurs avec lesquels ils cohabitent au sein de leur écosystème. Donc je pense que c'est déjà un grand pas. Moi, je suis heureuse du travail qui a été fait par mes équipes et moi, et par aussi l'implication forte de nos clients et de nos partenaires, que je remercie, parce qu'ils répondent toujours présents quand on a besoin d'eux. Et c'est vrai que la suite, c'est aussi une invitation à justement se dire quelle est la prochaine étape, quels sont les prochains défis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les défis sur le continent, ils sont très importants. On va multiplier aussi les occasions de réunir les acteurs africains. On le fait au travers d'initiatives comme les Journées du pétrole qu'on contribue à organiser tous les ans à Dubaï, qui est une plateforme très, très importante, un rendez-vous qui s'impose comme un rendez-vous incontournable aujourd'hui pour valoriser aussi ce secteur qui est important. Vous le savez, hein, il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui producteurs d'hydrocarbures notamment. Le Sénégal bientôt. Oui, le Sénégal bientôt, on attend les premiers barils. Ça ne saurait tarder, mais ça veut dire qu'en tout cas, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on crée des cadres d'échange pour discuter des challenges que nous avons et puis surtout apporter des solutions. Je parlais tout à l'heure de l'importance de soutenir les PME africaines, des initiatives comme Africa SMEs Champions qu'on accompagne aussi et qu'on vient de terminer à Abidjan, un très bel événement avec des partenaires importants. Donc c'est avec le cabinet Afrique Search qui en est à l'initiative. Mais c'est aussi, j'allais dire, le fait de porter ce plaidoyer pour valoriser les entreprises africaines, pour faire en sorte que l'agenda des entreprises et des PME africaines soit vraiment l'agenda 2025 et qu'il s'impose parce qu'on a une responsabilité commune pour soutenir ces entreprises-là et leur permettre de rayonner à l'échelle continentale et internationale. On en a le potentiel en tout cas. Pour conclure, hein, une petite question sur votre pays, hein, le Sénégal, dont les autorités ont lancé le plan Sénégal 2050. C'est un projet que vous pourriez éventuellement accompagner?
On a même le devoir de l'accompagner. Lorsqu'on est africain, on doit soutenir tous les efforts, toutes les dynamiques qui sont constructives et qui visent à justement nous permettre de se projeter, qui nous donnent de la visibilité sur la manière d'accomplir et de mettre en œuvre ce projet commun. Pour moi, c'est des initiatives qu'on a la responsabilité d'accompagner. Donc, on reste à la disposition naturellement des acteurs qui sont en charge de ces questions-là pour soutenir les efforts qui seront faits sur la promotion de ce projet et puis surtout sur la valorisation de l'impact des actions qu'ils vont parvenir à mener au quotidien dans tous les secteurs les plus stratégiques. Il y a une feuille de route qui me semble très ambitieuse quand on regarde le projet qui a été présenté dernièrement. Et je crois que tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens, qu'on se concentre et qu'on essaye de faire de son mieux, parce que derrière, il y a toute une génération à qui il nous faudra rendre des comptes. Merci beaucoup, Seynabou Diassal, fondatrice et CEO de Global Man Consulting, cabinet de conseil spécialisé en relations publiques et en accompagnement stratégique. Merci d'être passé nous voir. Merci à Romain Cléco de Mec à la réalisation. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.